Sylvain Loradour, nous voici dans le supplément mensuel des tendances NetExplo 2021. À quoi servent-elles? Eh bien, chaque année, l'Observatoire NetExplo capte des milliers d'innovations dans le monde entier, dans tous les secteurs. Donc en fait, chaque année, nous sommes en mesure de constituer des tendances globales internationales. Comme avec ce livre, ces tendances sont diffusées de manière différente à vos clients. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Oui, tout à fait. Donc les tendances sont diffusées par ce livre que vous montrez, mais aussi la version interactive de ce livre, mais aussi des conférences qui sont données chez nos clients, en présentiel ou bien en visio ou en mode hybride, des workshops, des ateliers d'idéation basés sur les innovations captées de façon internationale, et puis ce supplément mensuel où nous sommes aujourd'hui, qui lui est plus opérationnel. Donc les Global Trends, c'est vraiment pour la vision, et le supplément mensuel, c'est vraiment pour l'action. On est donc dans l'opérationnel, si je comprends bien. Oui, c'est exactement ça. Chaque mois, nous prenons un des thèmes des grandes tendances annuelles, visionnaires, pour le rendre opérationnel. Chaque mois, vous abordez un thème différent. Voilà, chaque mois, un thème différent jusqu'aux prochaines tendances d'avril 2022. Et ce mois-ci, nous allons choisir un thème des grandes tendances 2021 qui est un petit peu paradoxal puisqu'il s'agit du passé. Alors c'est curieux de s'intéresser au passé quand on parle d'un observatoire du futur. Exactement. D'autant plus que la raison d'être de NetExplo, c'est Making Sense of the Future, donner du sens au futur. Et que l'IA, le quantique, la deep tech, la robotique nous portent plutôt vers des univers futuristes. Mais en fait, nous avons trouvé au sein des grandes tendances NetExplo une tendance dans la tendance qui est le passé. C'est une intelligence artificielle qui est capable de reconstituer le passé. Reconstituer le parfum, des parfums du passé, des écrits du passé, des objets du passé et puis d'autres éléments. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur ces éléments? Alors je vais laisser Marcus Godard, VP Intelligence chez NetExplo, qui est en charge de la captation internationale avec les universités qui sont nos partenaires dans le monde entier, nous exposer ce panorama international des innovations consacrées au passé. C'est un tour du monde qui nous attend. C'est donc Marcus Godard qui va nous expliquer ces innovations tournées vers le passé. Exactement. Et ensuite, nous verrons, avec un petit effort de créativité, comment ces innovations peuvent intéresser les entreprises. Bonjour, chez NetExplo, nous avons l'habitude de parler du futur, des dernières actualités, les dernières leçons à tirer des innovations. On va faire ça un peu aujourd'hui, mais on va surtout parler de comment la technologie fait revivre des mondes disparus. On a vu que la technologie transforme tous les métiers et toutes les disciplines. C'est une transformation qui concerne même l'archéologie et l'histoire des disciplines qui sont tournées vers le passé. Mais il y a des leçons à en tirer pour le présent et même pour le futur. La façon dont nous comprenons le passé et le sens que nous donnons à notre histoire évolue constamment, comme les innovations que je vais vous montrer aujourd'hui en témoignent. En fouillant d'abord dans les archives de chez NetExplo, j'ai trouvé cette innovation que nous avons captée en 2008. Pour raconter l'histoire, ça commence en 1989 avec la chute du mur de Berlin. La Stasi, la police secrète de l'Allemagne de l'Est, a déchiré avec beaucoup de précipitation plusieurs dizaines de millions de pages de dossiers secrets sur les citoyens. Ils les ont déchirés en 600 millions de morceaux. Pour les assembler à la main, pour savoir ce qu'on avait écrit dans ces fiches des citoyens du pays, il aurait fallu que 30 personnes travaillent pendant 600 ans. Donc c'était impossible. Donc en 2007, l'Institut Fraunhofer a décidé d'essayer de reconstituer des documents avec 6 ordinateurs qui analysent 25 caractéristiques des petits morceaux de papier comme la couleur, la taille et la police. C'est un projet qu'ils ont fini par appeler ePuzzler parce que c'était comme un puzzle à rassembler. Et pendant 5 ans, ePuzzler a travaillé, ils ont complété près de 100 000 pages de dossiers secrets. Finalement, ils ont été limités dans le nombre de pages qu'ils ont pu déchiffrer juste par les techniques de numérisation. C'était très difficile de scanner des tout petits morceaux. C'était évident que pour faire ce travail, on avait besoin d'un logiciel d'intelligence artificielle. On avait besoin de machine learning, de logiciels qui apprennent tout seuls à résoudre des problèmes. Alors, il faut savoir que les archéologues, un peu comme tous ceux qui ont essayé de reconstituer ces dossiers secrets en Allemagne de l'Est, les archéologues passent beaucoup de temps, eux aussi, à résoudre leurs puzzles.
très souvent sur leur temps personnel. Les archéologues, après les fouilles, doivent passer des heures, voire des journées, à remettre ensemble des petits morceaux de céramique, de poterie, pour essayer de comprendre les artefacts, les vestiges du passé. Alors, un projet européen concernant plusieurs universités a créé une appli mobile qui permet aux archéologues de photographier un petit fragment de poterie qu'ils ont déterré sur une zone de fouille. Le morceau est tout de suite reconnu et comparé avec des milliers d'autres morceaux qui sont dans une base pour pouvoir ensuite les recoller, les identifier, savoir à quelle culture, à quelle époque ces fragments ont appartenu. Ce projet s'appelle Archaïd. Dans Archaïd, il y a bien sûr AI. AI comme intelligence artificielle, il y a bien sûr le besoin de l'intelligence artificielle. Et comme pour les nombreuses innovations que nous avons vues qui interprètent les radios et d'autres images médicales, des tests ailleurs aux États-Unis ont démontré que ce type de logiciel est encore plus performant que même les meilleurs experts dans ce domaine. Donc on va accélérer les connaissances qu'on peut tirer des fouilles archéologiques, simplifier la vie des personnes qui travaillent dans ce secteur. On peut aller un peu plus loin avec l'intelligence artificielle dans la compréhension du passé. Comment est-ce qu'on peut traduire des langues disparues dont on ne connaît pas le sens, dont on ne connaît même pas le syntaxe, dont on ne reconnaît même pas les mots? Avant de pouvoir les traduire, il faut pouvoir différencier ces mots, parce que dans beaucoup de langues anciennes, il n'y a pas de séparation, il n'y a pas de ponctuation entre les mots. Et avant de commencer une traduction possible, il faut savoir à quelles autres langues ces écrits sont apparentés. Une équipe pluridisciplinaire, surtout au MIT aux États-Unis, est partie du constat que les langues évoluent selon des principes similaires. C'est-à-dire un B peut devenir un V, mais très rarement un Q. Donc on peut identifier comment les sons ont peut-être évolué et remonter à la source des langues pour savoir s'il y a des similitudes avec d'autres langues qu'on connaît aujourd'hui. Cet algorithme a appris les principes de l'évolution linguistique. Il a ensuite pu trancher des débats qui durent depuis plusieurs décennies dans la communauté des linguistes pour savoir si une certaine langue, en l'occurrence le basque, était apparentée à une autre ou pas. C'est un réseau neuronal qui a permis ces progrès. Il a donc tranché des débats linguistiques et la prochaine étape, c'est de reconnaître des mots dans des langues disparues, de dire à quelles autres langues elles sont similaires pour pouvoir ensuite les traduire et donc dévoiler les secrets de civilisations disparues. Dans un but similaire, en Israël, des historiens ont utilisé des réseaux aussi de neurones, des réseaux neuronaux pour combler des vides, un peu comme l'autocomplete, l'autocorrection sur notre smartphone, mais là c'est pour des écrits endommagés qui sont gravés dans le marbre, dans la pierre. Là il y a un problème à résoudre. Comment est-ce qu'on peut faire pour ouvrir des lettres fermées et scellées depuis plusieurs siècles? Il faut savoir qu'à l'époque il n'y avait pas d'enveloppe. Donc les lettres étaient pliées de façon très compliquée et ensuite scellées. Et maintenant on ne peut pas les ouvrir sans les détruire. Avec une radiographie, et cet algorithme qui nous explique comment ces lettres ont été pliées de façon très compliquée, on a pu, dans certains cas, savoir ce qu'elles contiennent. On a vu que la technologie nous aide à comprendre le passé, le déchiffrer. Elle nous permet aussi de le revivre de plusieurs façons, de vivre l'expérience de la vie de l'époque, et notamment ici, un exemple très impressionnant qui nous vient de l'Écosse. En 1512, le roi James IV a célébré Pâques dans une très belle chapelle qui est aujourd'hui en ruine. Grâce à des technologies qui servent parfois à la création de jeux vidéo, c'est-à-dire la reconstruction de mondes en virtuel, en 3D, plus le lidar qui sert surtout aux véhicules autonomes, on a pu reconstruire virtuellement la chapelle et en déduire l'acoustique. Et c'est ainsi qu'on peut recréer le son de la musique qu'on a dû étendre à l'époque, dans l'acoustique d'origine qu'on a pu ainsi reconstituer. Ça, c'est donc un extrait de ce que le roi James IV a dû entendre ce jour de Pâques 1512. Il y a même un disque à acheter.
En plus d'entendre la vie du passé, on peut aussi le voir. Là, c'est plus évident peut-être, mais en Chine, il y a des grottes à Yungang. Il y a des dizaines de grottes très décorées. C'est plutôt magnifique, c'est très impressionnant à voir. Une très belle grotte qui s'appelle la grotte de la musique, parce que c'était là au 5e siècle qu'on organisait des concerts. C'était dans une culture bouddhiste. Mais comme les grottes de Lascaux en France et ailleurs, on ne peut pas visiter, on ne peut pas avoir de nombreux visiteurs sur ces sites sans les endommager. Donc là aussi, on a recréé à l'identique cette grotte, et on l'a recréée pour une exposition mobile qui va faire le tour du monde. C'est recréé à l'identique, imprimé en 3D, au millimètre près. Chez NetExplore, on a vu depuis plusieurs années la numérisation de tous les sens. Tous les sens deviennent numérisables, deviennent numériques, digitales. C'est pas simplement la vue, pas simplement l'ouïe, il y a même l'odeur. Et là, on était fascinés de voir ce projet européen qui va se passer sur plusieurs années, qui implique de nombreuses universités et des spécialistes dans plusieurs disciplines pour identifier et même recréer les odeurs de l'Europe historique. Alors, comment est-ce qu'ils vont faire? D'abord, et encore une fois, l'intelligence artificielle qui va parcourir des milliers de textes historiques. Cet algorithme va déceler toutes les références aux odeurs et aux parfums et aussi aux sensations qui étaient associées à ces odeurs et ces parfums. Ensuite, le but, c'est par exemple, pour une exposition historique, par exemple sur le Paris du XVIIIe siècle, de recréer toutes les odeurs. C'est donc une approche sensorielle de l'histoire. Ce n'est pas simplement intellectuel, ça nous replace dans l'ambiance, dans la culture de l'époque, de façon très immédiate. Donc ça, c'est un développement que nous allons suivre avec beaucoup d'intérêt chez NetExplo pour voir comment on peut sentir, pas simplement voir et écouter, même sentir les mondes du passé. Pour finir, on a vu que les technologies de pointe peuvent nous aider à comprendre et même revivre le passé. On a aussi vu des usages exemplaires des technologies de pointe qui permettent même d'atténuer les blessures de l'histoire. En 1947, l'Inde a été coupée en deux, ce qui a créé l'Inde et le Pakistan et le Bangladesh d'aujourd'hui. Cette partition a créé la plus grande migration forcée de l'histoire. Des dizaines de millions de personnes ont dû quitter leur village et traverser tout le continent pour s'installer ailleurs ou même dans d'autres pays. Dastan, c'est le nom de ce projet et ça veut dire l'histoire en ourdou et en hindi, donc les langues de l'Inde et du Pakistan. C'est un projet où on conçoit la réalité virtuelle, pas pour des jeux, mais comme une machine à empathie. On réalise des vidéos immersives des villages d'où est partie la diaspora qu'on trouve dans tous les pays d'Europe et le reste du monde, pour que ceux qui sont partis peuvent revoir leur village d'origine et se reconnecter avec la communauté qu'elles ont perdue. Pourquoi c'est une machine à empathie? Parce qu'en même temps, on tourne des vidéos en 360 degrés, donc immersives, très puissantes, qui montrent l'histoire des migrants des deux côtés de cette division, pour montrer l'histoire aux habitants des deux pays, pour qu'ils se comprennent mieux et pour qu'ils comprennent que c'est une blessure partagée. Enfin, on peut aussi faire en sorte que des éléments essentiels de l'histoire ne sont jamais oubliés et qu'on n'oublie jamais ceux qui en ont souffert. Là, c'est une initiative pour enregistrer l'histoire de survivants de la Shoah. L'idée, c'est de les interviewer avec des caméras en 3D pour que ces personnes deviennent des avatars qui peuvent répondre à des questions même après leur mort. Pour conclure, j'aimerais dire que 2020, l'année dernière, c'était une année historique pour la technologie, comme les lauréats NetExplo, qu'on vous a montré au mois d'avril, l'ont démontré. Notamment, l'intelligence artificielle a fait d'énormes progrès, surtout dans le domaine des langues. On a vu des algorithmes comme le GPT-3 créé par OpenAI et maintenant la propriété de Microsoft. On a vu que ces logiciels peuvent écrire des histoires.
ils peuvent imiter des styles et écrire sur tous les sujets, dans tous les contextes. En même temps, on a vu cette innovation assez intéressante. Moi, quand j'ai besoin de connaître une date historique ou le rôle d'un personnage dans l'histoire, je vais tout de suite sur Wikipédia, c'est vraiment le plus pratique, on est sûr de trouver la réponse. Le souci, c'est que sur Wikipédia, il y a des millions de pages et des millions d'informations qui sont parfois périmées, parfois même erronées. C'est très difficile de les maintenir constamment à jour. Donc, encore une fois, les chercheurs au MIT ont créé un système automatique pour mettre à jour les pages de Wikipédia dès que l'information est périmée. Par exemple, dès qu'un personnage célèbre meurt, hop, la page est écrite au passé. Dès qu'on apprend un peu plus sur les origines de la pandémie du Covid, là vous voyez l'exemple, on corrige des dates, on corrige des chiffres. Alors la question à se poser, c'est que si on associe ces capacités linguistiques et ses capacités à automatiser un travail d'écriture, comme dans le cas de ce Wikipédia Update, est-ce que l'intelligence artificielle est en train de d'écrire l'histoire à notre place? Ce n'est pas encore le cas, mais je pense que le futur nous le dira. Alors, pourquoi le passé peut-il intéresser les entreprises? Déjà, globalement, on peut se demander si pour une entreprise, le business peut se passer du passé. On peut l'appeler le passé, l'ADN d'une entreprise, la tradition. En fait, c'est une question qui est consacrée à l'innovation. Est-ce que pour innover, il faut absolument la page blanche ou bien la table rase? Est-ce que finalement, pour innover, on doit être en rupture avec le passé? Et plus précisément, par rapport aux innovations que nous venons de découvrir. Alors, il faut toujours un petit effort d'imagination pour relier les innovations à notre quotidien. Steve Jobs avait l'habitude de dire que la créativité, c'était la faculté de relier des choses entre elles. Donc nous faisons un petit effort d'imagination avec les innovations que nous venons de voir pour les relier à notre activité business quotidienne. Par exemple, cette innovation qui reconstitue des documents confidentiels qui avaient été passés à la broyeuse, eh bien, ou alors l'innovation qui concerne la façon de lire des lettres qui se déplient en 3D, des lettres fragiles, eh bien, ça renvoie à l'ère pré-numérique. Et on sait que dans les entreprises, eh bien, des papiers qui sont dans cet état, soit passés par une broyeuse, soit des documents papier qui ont été numérisés mais qui sont depuis endormis dans des placards ou dans des caves, existent encore. Et là, vous voyez que c'est une mine d'or considérable pour les équipes, par exemple RH, pour les équipes marketing, mais aussi pour les équipes concernant la finance. Donc c'est une mine d'or que ces données papier qui peuvent être ainsi reconstituées avec évidemment l'effort de s'y pencher. Vous imaginez la mine d'or en termes d'inspiration. Donc on a par exemple des brevets, des idées marketing, etc. Pour par exemple une entreprise de vaisselle, eh bien, elle pourrait retrouver, grâce à cette innovation qui permet par exemple de reconstituer des poteries, elle permettrait de retrouver des collections anciennes. Et ainsi, non seulement de rééditer des pièces qui étaient oubliées, mais aussi d'enrichir son brand content avec un musée virtuel. Il y a aussi toutes les innovations qui concernent le langage. Oui, exactement. Et là, on parle de langage disparu depuis des millénaires, mais c'est vrai que les tournures de phrases, même au sein d'une entreprise, qui est toujours adepte d'un certain jargon, d'un certain vocabulaire interne, eh bien, ces tournures peuvent évoluer. Et les tournures d'il y a 20 ans, d'il y a 50, d'il y a 100 ans, dans une entreprise, ne sont plus les mêmes. Donc, on pourrait très bien imaginer l'effort de retraduire ces tournures de phrases pour en saisir le sens qui est un petit peu oublié, parce que nous ne comprenons même plus la façon de s'exprimer. Et la deuxième façon de s'intéresser au passé pour une entreprise par rapport au langage, évidemment, c'est de retraduire non seulement ces tournures du passé, mais aussi c'est de favoriser la rencontre des cultures entre elles, pour par exemple une entreprise qui serait une multinationale et qui aurait des filiales dans différents pays, dans différents continents, ces filiales elles-mêmes ayant des archives dans leur langue spécifique qui ne sont plus forcément lisibles par les personnes contemporaines. Nous avons aussi découvert ces innovations qui parlent aux 5 sens. Oui, tout à fait. C'est une approche non plus intellectuelle, mais sensorielle du passé, avec les innovations qui s'appuient et qui reconstituent les 5 sens. Donc, par exemple, on peut imaginer des débouchés extérieurs pour les consommateurs, en termes d'immersion, évidemment, dans un univers marketing. Donc, immersion physique, ou bien derrière un écran, pour un imaginaire de marque, ou bien un produit ou un service en particulier. Donc pourquoi pas reconstituer par exemple, à partir des données que vous avez sur quelqu'un, un parfum qui lui appartient, qui appartient à son propre passé et qui ainsi le captera bien plus qu'un argument rationnel, qu'un argument marketing rationnel.
Passer par l'essence peut aussi ouvrir de tout nouveaux marchés, car on s'adresse à une autre sphère que la sphère cérébrale, que la sphère rationnelle. Ces innovations qui parlent aux cinq sens peuvent donc avoir aussi des débouchés internes? Oui, exactement. Alors pour les collaborateurs, ça peut être la mise en valeur par exemple d'un patrimoine ou bien d'une raison d'être, d'une stratégie. On peut reconstituer par exemple en 3D le prototype d'une industrie, par exemple l'industrie automobile, qui plutôt que d'être exposée dans le hall d'entrée comme une relique intouchable, eh bien reconstituer en 3D cet appareil, cet objet, par exemple cette toute première voiture, peut être conduite, peut être opérée et peut ainsi donner à l'interne un sentiment de fierté en pouvant toucher, en pouvant explorer cette machine qui finalement est l'ADN d'une marque. En 3D, on peut aussi par exemple reconstituer les fameux garages où sont nées les idées les plus spectaculaires de start-up. Et puis aussi, par exemple, on parle beaucoup de raison d'être pour une entreprise, mais la raison d'être passe essentiellement par des mots. Pourquoi ne passerait-elle pas, par exemple, par un parfum ? On peut imaginer un maltier, un artisan qui fabrique des malles et donc qui a affaire au cuir. Eh bien, on pourrait imaginer des parfums liés au cuir pour reconstituer cette raison d'être et donner là encore un sentiment d'appartenance bien plus fort aux collaborateurs, sans passer uniquement par les mots, mais aussi par les sens. Et pour les collaborateurs, utiliser les sens, c'est aussi plus d'émotion, donc plus d'implication. Mais aussi, on peut explorer la notion de résilience en explorant le passé d'une entreprise. Une entreprise peut faire face à une crise, à un choc, à une catastrophe de quelque sorte que ce soit, financière, RH, etc. Eh bien peut-être qu'en s'interrogeant, en explorant le passé d'une entreprise, on augmente sa résilience, car on a déjà, dans le passé, eu affaire à une crise de ce type. Merci Sylvain. Nous allons ouvrir le débat sur l'utilisation du passé par les entreprises avec l'agence Perles d'Histoire. Pauline Leclerc, bonjour. Bonjour Sylvain. Vous êtes la présidente et la fondatrice de Perles d'Histoire. C'est une agence singulière de conseil et d'ingénierie patrimoniale dont la mission est d'accompagner les entreprises dans la conservation et dans la valorisation de leur histoire. Alors vous partez donc du principe que le passé est une source d'inspiration, si je comprends bien. Mais le passé, c'est ce qu'on connaît déjà. Donc c'est une sorte de zone de confort qui nous procure une certaine sécurité, mais qui peut aussi nous empêcher d'aller de l'avant. Je vais citer notre ministre des Armées, Florence Parly, le 4 décembre 2020. Elle dit, alors elle crée une équipe qui s'appelle la Red Team, et qui est censée prévoir le futur en termes de défense de la nation. Et cette équipe est composée de scénaristes, de BD, d'auteurs de science-fiction, etc. C'est-à-dire des personnes qui ne se réfèrent pas au passé, mais qui sont uniquement dans le futur, dans la prospective et dans l'imaginaire. Elle déclare « Nous avons donc pris la décision d'avoir recours nous aussi à la science-fiction. Je suis fier de présenter la Red Team, unique en Europe, qui est chargée de se projeter à l'horizon 2060 pour imaginer les menaces auxquelles nous sommes confrontés en s'affranchissant des méthodes de prospective traditionnelles. » Donc c'est comme si Florence Parly, finalement, faisait table rase du passé et des analyses traditionnelles dans un domaine ultra sensible qui est le domaine de la défense et qui donc ne prête pas à l'amateurisme. Donc finalement, j'ai l'impression que pour une entreprise, rester dans la zone de confort de son passé, ça l'empêche d'innover. Effectivement, je vais prendre le contre-pied parce que nous, chez Perles d'Histoire, depuis 10 ans, plus de 10 ans, on est effectivement animé par une conviction profonde qui est que le passé est un trésor inestimable, est une source inépuisable de richesse pour les entreprises et que ce passé va être un vecteur de sens pour comprendre le présent, d'émotion pour arriver à le partager et va permettre à l'entreprise de se projeter dans l'avenir. Donc on est vraiment sur effectivement le contre-pied. Et on a, nous, comme mission d'entreprise, de transmettre ce passé justement pour qu'il puisse inspirer les générations futures, pour qu'ils puissent inspirer l'innovation. Et quand vous parliez de projection dans l'avenir, de projection même de science-fiction, et bien toutes les personnes qui se projettent ont quand même un substrat, ont quand même une identité, ont quand même une formation initiale qui leur donne cette capacité d'aller plus loin et de se projeter dans l'avenir. Alors nous, comment est-ce qu'on fait ça ? On accompagne les entreprises en fait sur tous les métiers de l'histoire et de la transmission de l'histoire, de l'archivistique à la muséographie. Et comment est-ce qu'on le fait ? On le fait en étant attentif à la rigueur scientifique, parce qu'effectivement, c'est difficile d'aller plus loin quand on ne connaît pas exactement ce qui s'est passé. Donc on a besoin de rigueur, on a besoin de données, on a besoin de connaissances fines, et en même temps dans une démarche créative pour se projeter dans l'avenir, pour parler à nos contemporains, parce que effectivement, une des premières remarques qu'on pourrait faire, c'est
c'est poussiéreux, c'est pas lisse, c'est nostalgique. Mais à partir du moment où c'est dit avec des codes actuels, il y a une proximité et une possibilité d'acquérir cette connaissance. Je pourrais vous répondre finalement à quoi sert le passé dans les entreprises. Il y a pour moi 3 points. Le premier point est la capacité, en fait, dans la projection dans l'avenir, de choisir. Finalement, une fois qu'on a fait toutes ces projections un peu rêvées, idéales, de choisir quelles sont les options qu'on va retenir, quelles sont les options qui vont être en cohérence avec notre identité, quelles sont les options qui sont en cohérence avec notre ADN en tant qu'entreprise, quelles sont les options qui sont en cohérence avec notre stratégie. Et c'est en se connaissant profondément qu'on est capable derrière de choisir, de faire le tri et de savoir qu'est-ce qui va nous apporter un vrai avantage concurrentiel en cohérence avec ce qu'on est. Le deuxième point sur à quoi sert l'histoire, à quoi sert la conservation de l'histoire, c'est qu'il y a eu dans l'histoire une foultitude d'innovations absolument extraordinaires et que ces innovations, pour plusieurs raisons, ça peut être soit par manque de financement au moment où elles sont sorties, soit par un manque d'usage, soit parce que le modèle économique n'existait pas, voilà, sont restées tranquillement, lettres mortes, dans un tiroir, mais que des années plus tard, elles peuvent être réexploitées parce qu'il y a des nouveaux usages, parce qu'il y a des nouvelles technologies, parce qu'il y a des nouveaux modèles économiques qui font que leur industrialisation va être possible et que par cette industrialisation, il y a les possibilités de rencontrer un marché, d'être mis sur le marché. Donc ça, c'est le deuxième aspect. Et le troisième aspect, c'est que ça, c'est assez intuitif, c'est assez partagé, c'est qu'en fait, l'histoire est une source de données, est une source de connaissances. Et si aujourd'hui, on veut faire fonctionner des modèles, des algorithmes d'intelligence artificielle, il faut de la data. Et la data, elle n'est pas immanente. La data, elle a été constituée au fur et à mesure des années. Elle a été, voilà. Et aujourd'hui, grâce à cette donnée historique, on peut faire fonctionner des modèles. Donc voilà 3 éléments pour lesquels aujourd'hui, on a à cœur de conserver l'histoire au sein des entreprises. Et alors j'aimerais vous donner un exemple qui est criant aujourd'hui, c'est dans le secteur automobile. En fait, si on regarde l'invention de la voiture électrique, le premier modèle de voiture électrique a été inventé en 1834. Donc on est aujourd'hui en train de mettre sur un marché, finalement, l'arrière-petit-fils de la voiture électrique. Pourquoi est-ce que la voiture électrique, finalement, qui battait des records de vitesse en 1900, en 1899, on était sur une voiture qui faisait quand même du 100 km/h, donc on était à couteau tiré avec la voiture à moteur thermique. Eh bien en fait, tout simplement parce qu'avec Ford aux États-Unis, il y a eu l'industrialisation possible beaucoup plus rapide, avec une diminution des coûts beaucoup plus forte sur le modèle thermique, une autonomie du véhicule, qu'on recherche toujours aujourd'hui sur du modèle thermique, et qui permettait, et une légèreté du véhicule, donc ces 3 aspects, qui ont fait que la voiture électrique est repassée en dessous, en deuxième main, et que la voiture thermique a pris son essor. Et puis dans les années 1973, le choc pétrolier, le coût de l'essence, et puis les enjeux environnementaux, la voiture électrique petit à petit refait son apparition. Voilà, donc on peut trouver des trucs assez malins dans l'histoire. Ce que je voulais aussi vous dire, dans l'histoire, il y a toute cette notion de savoir-faire qui est fondamentale pour être capable aujourd'hui de poursuivre des innovations, voire de faire ces innovations dites de rupture, en fait, quand on va utiliser une innovation qui est utilisée dans un secteur donné, dans un autre secteur. Par exemple, dans l'imagerie médicale, on utilise des innovations trouvées dans le nucléaire pour pouvoir les appliquer à ce nouveau domaine. Il faut pouvoir capter et garder le savoir-faire de ce qui a été développé précédemment. Et donc nous, chez Perles d'Histoire, on a à cœur de transmettre ce savoir-faire avec les techniques scientifiques classiques, que ce soit de l'archivistique, mais que ce soit aussi des campagnes d'archives orales, aller recueillir le savoir-faire, donc énoncer un savoir-faire, énoncer un processus pour pouvoir ensuite le transmettre. Pauline, vous parliez des data qui constituent donc une masse à analyser, à décrypter et puis à interpréter pour pouvoir innover. Mais par exemple, regardez la crise pandémique. Les data n'ont pas suffi à la prévoir. Et pourtant, cette crise, elle a été anticipée dans des films comme Contagion de Soderbergh. Elle a été anticipée par Bill Gates, qui en 2015 fait une conférence sur les moyens très concrets de faire face à cette crise, avec par exemple un corps médical entraîné à l'année comme une armée. Et puis en 2019, l'OMS envoie un mode d'emploi très très concret aux chefs d'État et aux chefs de gouvernement pour contrer cette épidémie. Donc, car évidemment, les épidémies, on en a connu dans le passé. Donc là, c'est bien la preuve que, finalement, le passé n'a pas servi à donner des leçons. En tout cas, on ne les a pas retenues. Et comme le disait Hegel en 1807, ce qui est bien connu en général, justement parce qu'il est bien connu, n'est pas connu. Voilà, donc le passé, on pense peut-être le connaître, on pense tout savoir, et est-ce que ce n'est pas une illusion
qui nous empêchent finalement d'avoir les yeux ouverts sur des scénarios possibles. Je suis sensible à vos arguments, parce qu'effectivement, aujourd'hui on parle d'innovation, et quand dans une démarche d'innovation, comme je viens de le dire, on est dans une démarche. Et effectivement, pour aboutir à une innovation qui va être exploitable, réplicable, industrialisable, eh bien on rentre dans un processus. Et dans ce processus, il est indispensable, comme vous le dites, d'avoir les yeux ouverts. D'avoir les yeux ouverts sur des nouveaux usages, d'avoir les yeux ouverts sur des enjeux contemporains, d'avoir des yeux ouverts sur le vivant, sur ce qui est en mouvement. Parce qu'effectivement, nous sommes en permanence en mouvement et en évolution. Et encore plus en ce moment dans les entreprises dans lesquelles on vit une transition digitale fondamentale, une nouvelle révolution, dans laquelle il y a aussi des évolutions majeures par rapport à des attentes, par rapport à des attentions à l'homme, des attentions à l'environnement. Donc voilà, tout ce contemporain est fondamental. Mais nous, ce qu'on apporte en plus, et ce qui nous paraît indispensable, c'est justement cette notion de ressources, de connaissances, d'apprentissage. Voilà, on est dans une démarche vraiment de transmission, de capitalisation pour aller plus vite, pour aller plus loin, pour prendre de meilleures décisions. Et le substrat historique constitue finalement une base de connaissances. Et il n'y a pas tant une forme de ligne de rupture au présent avec hier, le passé et demain, l'avenir, dans une démarche un peu blanc-noir, mais il y a vraiment une continuité. C'est vraiment ça qui nous porte et qui nous meut chez Perles d'Histoire, c'est d'accompagner les entreprises dans cette projection, mais que cette projection n'a de sens, nourrit en tout cas le sens de sa mission et nourrit ses évolutions dans ce qu'elle est et dans ce qu'elle porte. Ce qui n'interdit pas effectivement, et ce qui est même nécessaire, de mixer avec du contemporain. Et puis sur une partie vraiment très savoir-faire, il y a un exemple qui me paraissait très amusant que nous a donné Catherine Cuinca. Catherine, elle est conservatrice du patrimoine, elle est au musée des arts et métiers, donc vraiment le temple de la conservation et de l'innovation. Et Catherine nous disait, les ingénieurs de Dassault Systèmes, qui sont vraiment à la pointe de la recherche, sont venus nous voir et ils se sont intéressés à un petit automate qui s'appelle la joueuse de tympanon. Alors le tympanon, c'est une sorte de clavecin. Vous imaginez une petite dame avec une jolie robe à crinoline qui joue, et vraiment ce sont ses mains qui tapent sur les touches et qui enclenchent une vraie mélodie. Et les ingénieurs de Dassault Systèmes se sont dit, on veut voir comment ça marche, on veut le décortiquer, on veut rentrer à l'intérieur de la machine, parce que là il y a un mécanisme qui nous échappe et qui nous intéresserait pour nous remettre en œuvre ce type de mécanisme, des mécanismes proches dans le cadre de nos recherches. Voilà, donc ça montre que même finalement des gens qui sont aujourd'hui à la pointe de l'innovation vont trouver un intérêt dans ces éléments historiques. Alors Pauline, ce qui est intéressant dans cette joueuse de tympanon, c'est finalement que c'est le premier Android ou un des premiers Android de l'histoire du monde. Donc évidemment, là on voit que ça fait un écho à notre univers qui est plutôt porté vers le futur, notre univers actuel. Mais en tout cas, on peut se dire que ce qui est certain en vous écoutant, c'est que le passé finalement n'est pas une chose isolée en soi, complètement déconnectée. Et évidemment, le passé, c'est rien d'autre que du présent ou du futur, mais un petit peu derrière nous, ou alors qu'on peut réactiver finalement. Mais c'est une sorte de temps à trianguler, un petit peu comme on veut, entre le passé, le présent et le futur. Effectivement, vous êtes sur des tendances globales. J'aimerais beaucoup que dans ce monde de progrès, la transmission soit un élément fondamental de la progression des connaissances. Et donc, je fais un appel pour que finalement notre métier, qui est un métier de niche, l'ingénierie patrimoniale, devienne une tendance globale. Pour que chacun puisse s'appuyer dans l'avenir sur les connaissances qui ont déjà été établies, pour pouvoir, à l'aune des nouvelles technologies, à l'aune des nouveaux usages, inventer un monde qui soit meilleur. Pauline Leclerc, merci beaucoup. Donc à vous écouter, vous savez, nos tendances chez NetExplo s'intitulent cette année The New Now, et on pensait plus au futur proche. Mais finalement, je me demande si The New Now n'est pas aussi composé finalement du passé à vous écouter. Donc merci beaucoup, Pauline Leclerc. Annie Melconian-Ferrari, vous êtes cofondatrice de la société L'Effet, dont la mission est de proposer une alternative aux produits d'entretien classiques, une alternative naturelle et zéro déchet. En quoi votre business est en rupture avec le passé ? Alors effectivement, on est sur un marché qui est le produit d'entretien, et plus spécifiquement le produit d'entretien écologique, avec qui on est en rupture. Et avec la rupture sur le passé de ce marché-là, puisque aujourd'hui, une des préoccupations en France, c'est les bouteilles à usage unique qu'on veut réduire. C'est aussi des ingrédients qu'on veut plus sains et fabriqués en France. On est en rupture sur tout ce qui se fait depuis 30 ans sur notre marché, avec des ingrédients qui sont issus de la pétrochimie.
On a renoué, nous, avec les ingrédients qu'utilisaient nos grands-parents, c'est-à-dire des ingrédients naturels. On a renoué avec ces ingrédients qu'on a mis au goût du jour avec notre mode de vie et nos envies d'aujourd'hui. C'est-à-dire des produits qui sont sains, qui sont simples d'utilisation, puisqu'on est sur des sachets qu'on va juste dissoudre dans de l'eau. Et c'est agréable. C'est plus agréable d'avoir un flacon en verre chez soi que les bouteilles plastiques qu'on va cacher au fond du placard. Donc sur votre site, vous évoquez la préservation des océans. En quoi est-ce une préoccupation pour vous ? Je pense que c'est une préoccupation générale pour tout le monde, l'environnement. On sait l'état dans lequel est notre planète. Les océans, c'est 70% de notre planète. C'est aussi là où on trouve une richesse incroyable de la biodiversité, mais c'est là aussi qu'on retrouve des milliards de bouteilles plastiques, des milliards de microplastiques qui s'y trouvent. Donc c'est là aussi que nous, en tant que citoyens, en tant qu'entrepreneurs, on peut agir concrètement. Sylvain, quels enseignements peut-on tirer de ce business ? Déjà, on peut noter que dans le passé, il existe encore un passé. C'est le passé dans le passé, puisque Annie, vous avez dépassé le passé proche pour retrouver un passé encore plus ancien. Donc une entreprise peut jouer avec différents stades du passé pour créer un business ou bien réorienter son business. Donc ça, c'est le premier point à noter. Une entreprise peut sélectionner les phases de son passé pour aller de l'avant. Ce qui est intéressant aussi, c'est d'intégrer l'avenir by design dès la conception du produit, comme avec la préoccupation en faveur des océans, par exemple. C'est considérer que le produit lui-même, finalement, a une sorte de responsabilité. Lorsque l'effet pense aux océans, eh bien, il pense à la fois à renouer avec un certain passé, choisi, sélectionné, mais surtout un passé qui est mixé d'avenir. Alors le passé peut être une source d'inspiration dans un tout autre domaine, celui de la mode, avec par exemple le mouvement de l'upcycling que nous allons préciser avec la créatrice de bijoux, Kitsy Martin. Hello, moi c'est Kitsy, donc je suis la créatrice de la marque de bijoux Upcyclé Kitsy Martin. Et l'upcycling, c'est l'action de récupérer de l'ancien ou de récupérer des objets qui n'ont plus d'utilité pour en faire du neuf ou des objets avec une valeur supérieure. Voilà, c'est ça l'upcycling. Donc moi par exemple, je récupère du vintage, des bijoux vintage, et je les désassemble pour les réassembler, pour faire des pièces uniques et redonner une nouvelle vie à du vintage. Alors, les étapes pour la confection d'une collection. La première, c'est de faire un moodboard. Par exemple, ici, c'est le moodboard de la prochaine collection où je me suis vachement inspirée des années 90-2000. Mon point de départ, c'était cette belle photo de David Sims, le photographe David Sims qui a photographié une Christie Turlington. Et en fait, j'adore le produit qu'elle porte et j'avais envie de partir de ça et du coup de cette époque, années 90-2000. La deuxième étape, c'est de chiner des vintage. Donc, je vais vous montrer tous les vintage qu'on a. La suite de tout ça, après les bijoux, on est déjà en train de le faire, c'est de ne pas upcycler que des bijoux. Moi, j'aimerais faire ça aussi avec des vêtements, avec des objets. Là, dernièrement, j'ai upcyclé de la vaisselle, donc je vais vous montrer. Par exemple, c'est un objet, donc c'est une bougie, un bougeoir. Et en fait, c'est un verre que j'ai retourné, que j'ai collé avec un autre verre. Ce sont donc des verres vintage que j'ai chinés, que j'ai assemblés en fonction de leur couleur et de leur forme, pour en faire un espèce d'objet totem. Pourquoi les clients aiment-ils des objets déjà portés plutôt que des objets neufs? Première chose, c'est que forcément ça crée des pièces uniques. Il y a une histoire sur chaque objet qui a déjà eu une vie en fait. Évidemment, qu'en se servant du passé, on peut innover. Déjà, je trouve que l'action de se servir du passé est une action innovante, parce que c'est une action qui sauve la planète, qui évite de créer de nouveaux déchets. Donc rien que dans cette démarche, on est dans l'innovation. Et ensuite, en termes de design, oui, on peut toujours innover. De toute manière, le design s'inspire toujours de quelque chose qui vient du passé, ou en tout cas d'une image qui est déjà inscrite. Sylvain, que nous inspire le cas de cette start-up qui fait de l'upcycling sa raison d'être? Eh bien d'abord que, comme dans les grandes entreprises, les petites entreprises, les startups peuvent aussi avoir une raison d'être. Et au-delà de ce cas précis, l'upcycling est aussi une façon de valoriser sa culture et sa créativité.
En pensant avec ce filtre upcycling, on peut vraiment gagner du temps, parce que finalement le matériau est sous nos yeux, mais aussi de l'argent, car on saute l'étape de la production. Et l'humain est valorisé car c'est son geste et son regard qui comptent. Nous ne sommes plus dépendants de l'objet, nous reprenons les rênes en faisant preuve de créativité. Donc dans votre business, regardez ce que vous avez sous les yeux dans votre quotidien et transformez-le avec votre créativité. Ça peut être un rapport financier, un modèle de voiture, un logo, une stratégie ancienne ou bien encore des datas. L'upcycling finalement, c'est un état d'esprit plus frugal, plus créatif, qui peut s'appliquer à n'importe quel objet de votre quotidien dans votre entreprise. Sylvain, nous arrivons à la fin de ce magazine des tendances opérationnelles. Et quel sera le thème du prochain numéro de ce supplément mensuel pour action? Eh bien, le thème de ce supplément mensuel pour action, qui est la version opérationnelle des grandes tendances NetExplo 2021, ce thème sera les jeux vidéo en univers professionnel. Est-ce que finalement, le jeu vidéo ne pourrait pas être un univers dédié aux professionnels, aux réunions par exemple, ou bien aux interactions dans une entreprise, comment mener un projet à bien dans un univers de jeux vidéo? Pourquoi les jeux vidéo? Parce que c'est un univers qui est déjà structuré, qui a ses propres règles, qui permet des interactions parfois complètement différentes du monde physique, comme par exemple s'envoler. Donc est-ce que, on se posera la question, est-ce que le jeu vidéo finalement n'ouvre pas des perspectives au moment où le travail va devenir hybride entre présentiel et distanciel? Merci Sylvain. Pour finir, voici l'extrait des Global Trends 2021 dédié au thème d'aujourd'hui, le passé. Dans la série Westworld dont vous parliez, on retient surtout l'univers du Far West. Mais en fait, ce sont 6 univers qui sont proposés aux visiteurs par la société maison-mère Delos. Et ce qui est très frappant dans ces 6 univers, c'est que l'IA nous propose de se propulser non pas dans le futur, mais dans le passé. Et ça, c'est un pied de nez aux univers futuristes auxquels on a l'habitude de penser, Blade Runner et autres. C'est-à-dire que là, nous nous tournons vers le passé dans cette série. Donc un des mondes superposés pourrait être créé sur un monde du passé. Exactement. Imaginez, nous ne sommes plus à l'UNESCO, nous sommes à Babylone au 6e siècle avant Jésus-Christ. Et c'est une IA qui joue le rôle de la machine à remonter dans le temps. En fait, cette IA est capable de déchiffrer des tablettes d'argile fissurées, tablettes d'argile qui décrivent tout un système social, politique, économique d'une civilisation perdue. Un autre projet déchiffre, lui, des langues anciennes, des plaquettes illisibles, et à partir de la reconstitution de ces langues perdues, il refait vivre des civilisations entières. Et pour compléter le dispositif de voyage dans un monde superposé, mais dans le passé, on peut citer ce projet colossal d'un collectif de chercheurs européens qui rassemble des historiens, des designers, des parfumeurs, des chimistes, des technologues. Alors leur but est incroyable, c'est de reconstituer les odeurs du passé. Une IA est chargée de décrypter dans toute la culture, pour l'instant uniquement européenne à partir du XVIe siècle, est chargée de décrypter toutes les mentions des odeurs, des remugles, des parfums, toutes mentions dans les livres, les tableaux, l'art musical, etc. Et à partir de ce corpus, eh bien, les chercheurs vont reconstituer olfactivement des odeurs. Donc vous pourrez vous promener dans les rues de Venise au XVIe siècle, vous pourrez humer le plat décrit par Balzac, sentir le parfum d'une fleur fanée depuis 2 siècles. C'est extraordinaire. C'est une approche non pas intellectuelle, mais sensorielle de l'histoire, voire sensuelle. Alors justement, en parlant des sens, ces mondes superposés existent comme des réalités parallèles qui peuvent effectivement toucher tous nos sens. Exactement. Donc après l'odorat, on peut parler de l'ouïe. Et on peut imaginer un monde superposé totalement audio, constitué uniquement de voix et de sons. Alors on connaît le succès d'applications comme Cappuccino ou comme Clubhouse qui permet de se rejoindre dans des salons conversationnels et qui fait la part belle à l'audio. Alors la voix, c'est vrai, peut apparaître plus authentique, plus sincère et moins trucable qu'une image. C'est une sorte de garantie d'authenticité. Et c'est pour ça peut-être aussi que des applications de rencontres fonctionnent uniquement par la voix, sans aucune image, pour garantir la sincérité des interlocuteurs. Et il faut bien voir que l'audio est un monde superposé au monde réel, qui vraiment se superpose à lui, mais qui ne le remplace pas, contrairement à une image.
Un bon complément à cet univers 100% audio serait cette innovation qui permet d'écouter un son vous seul, sans écouteur, grâce à une IA directionnelle. En fait, avec un système de reconnaissance faciale, elle crée des poches de son autour de vos oreilles et vous permet d'écouter votre univers sonore superposé en toute tranquillité, sans que personne d'autre autour de vous ne l'entende. Mais tous ces mondes que vous nous décrivez, qui sont créés selon des affinités, des envies, des genres, des expériences, sont-ils autosuffisants? Ils ont l'air quand même déconnectés du réel. Alors oui, mais pas forcément. En fait, en astronomie, il existe un terme qui est la Goldilocks zone. C'est la zone ni trop chaude ou ni trop froide où une planète peut être habitable. Alors l'expression vient de Goldilocks, boucle d'or en anglais, qui mange la soupe ni trop chaude ni trop froide. Eh bien cette image-là, on peut la reprendre pour les mondes superposés. Avec un monde qui serait pas trop éloigné du monde réel, mais pas non plus trop proche.